Le traitement inhumain que les chrétiens de l'Europe occidentale ont fait subir aux Juifs pendant plus de 1000 ans pourrait être considéré comme une chose du passé. Mais l'attitude des nazis pendant les années 30 et 40 au cours du XXe siècle est encore dans toutes les mémoires. De ce fait, dans tous les esprits, le mot racisme est associé à l'antisémitisme. Pourtant, le racisme ne se limite pas qu'à cela. Et il semble que toutes les autres formes de racisme sont oubliées tant l'emphase est mise sur le seul antisémitisme. En réalité, à chaque fois qu'un groupe agit de façon préjudiciable envers un autre, sous prétexte de préserver ses intérêts, c'est en réalité le racisme qui montre son horrible visage. Bien que quasiment occulté de l'espace médiatique, il est un racisme omniprésent aujourd'hui, un racisme qui est d'autant plus exacerbé par la crise sanitaire. Il s'agit du racisme anti-asiatique. Les faits. Selon le portail nippon.com, 2800 agressions contre des Asiatiques ont été rapportées aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Des cas dramatiques d'agression envers la communauté asiatique aux États-Unis ont été recensés en janvier et février. Par exemple, un homme a reçu un coup de couteau dans le dos à New York. À San Francisco, c'est un Américain d'origine thaïlandaise âgé de 84 ans qui est mort après avoir été projeté au sol par un inconnu. L'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a signalé de nombreux cas relevant de la discrimination et de la xénophobie en Italie, en Russie, en Inde et au Moyen-Orient. En France également, les incidents se multiplient avec l'ouverture d'une enquête en novembre dernier suite à la publication sur les réseaux sociaux de messages incitant à la violence envers les Asiatiques. Une étude menée par la sociologue Simeng Wang fait elle aussi état d'un racisme anti-asiatique exacerbé dans les transports, les lieux publics, au travail ou à l'école. Depuis des années, les Asiatiques de France sont la cible privilégiée de jeunes délinquants. 3 d'entre eux viennent d'être condamnés le 12 novembre par la Cour d'appel de Paris à des peines allant jusqu'à 7 années de prison. Qu'est-ce qui provoque une telle haine? Les médias et politiques entretiennent de vieux clichés coloniaux qui ont pour conséquence d'accentuer les tensions entre les communautés. Par exemple, en 2010, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, n'hésitait d'ailleurs pas à qualifier les Asiatiques de modèles d'une intégration réussie. Or, selon Anne Zoutalami, doctorante en sociologie, en réalité, ce racisme bienveillant contribue à la normalisation et au maintien d'un système discriminatoire dans les interactions du quotidien. Le fait d'essentialiser un groupe, en l'occurrence les Asiatiques, a des caractéristiques valorisantes en apparence, entretient des rapports de domination raciale et participe à la construction en miroir des bons et mauvais immigrés. Fin de citation. Autrement dit, le chinois bien intégré contre le noir ou l'arabe délinquant qui n'arrive pas à assimiler les valeurs républicaines. En outre, indirectement, la couverture médiatique de la Chine véhicule une image négative des Chinois. D'après une récente étude publiée par l'IFRI, Institut français des relations internationales, la Chine est le 2e pays le moins bien perçu en France. Pour Thérèse Sayarat, musicienne, styliste et militante d'origine chinoise, les enjeux géopolitiques ont une répercussion évidente sur les populations. Pour Ya-Han Shuang, chercheuse à l'INED, le chinois est passé du statut de victime à celui de menace envahissante. La sociologue va plus loin en affirmant, et je cite, « En Europe, donc en France, les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et l'affirmation de la Chine en tant que puissance ont créé une image ambivalente sur le pays. Il est impossible de ne pas traiter avec la Chine et en même temps, elle représente une menace pour les valeurs démocratiques européennes. C'est la raison pour laquelle l'image des populations chinoises dans l'inconscient collectif français s'est dégradée tout autant. Et aujourd'hui, le Covid décuple et décomplexe la xénophobie et le racisme anti-asiatique. » Fin de citation. Ajouter à cela, il existe un autre sujet qui contribue à diaboliser cette frange de la population. Il s'agit de la question du traitement des Ouïghours, car il participe à isoler encore plus les minorités asiatiques. En effet, tous les médias sont à l'unisson pour établir comme factuelle la situation de génocide culturel des musulmans ouïghours en Chine. Or, cela pourrait avoir pour effet de pousser certains musulmans ignorants de leur propre religion à y voir une juste rétribution. Bien que même si cette situation génocidaire était avérée, il serait injuste d'agresser des Chinois innocents à cause du régime supposément injuste de Pékin. Cela dit, des grandes déclarations de génocide culturel que l'on voit régulièrement dans les médias doivent être nuancées. Mais écoutons plutôt Michel Collomb d'Investigation à ce sujet.
Bien, alors on va voir maintenant qu'est-ce que Amnesty International affirme à propos du Xinjiang. Et notamment, on a ici un document qui a l'air quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'Amnesty, sur son site, cite le New York Times et le Consortium international des journalistes et d'investigation ont divulgué 2 séries de documents détaillant la répression, les structures utilisées pour soumettre des centaines de milliers de membres de groupes ethniques majoritairement musulmans à un lavage de cerveau et à d'autres mauvais traitements. Que faut-il en penser? Bon, excusez-moi. C'est évidemment énorme comme accusation. Alors d'abord, cette idée qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes enfermées, c'est en fait ce qu'on a là derrière, c'est l'accusation des fameux 1 million de Ouïghours enfermés dans des centres de rééducation au Xinjiang. Cette information-là, elle nous vient d'un pseudo-chercheur qui est en fait un fondamentaliste chrétien qui s'appelle Adrian Zenz, qui est un Allemand mais qui travaille aux États-Unis et qui en est venu à cette conclusion des 1 million de Ouïghours enfermés, qui est une conclusion tout à fait douteuse en extrapolant des chiffres et après avoir interviewé 8 personnes. 8. Donc c'est même pas une façon de parler, c'est 8 personnes. Cette info, elle a été reprise et notamment par un certain Gay McDougall qui s'est rendu à une réunion des Nations Unies, qui a répété cette allégation d'1 million de Ouïghours et ça s'est transformé, c'est devenu dans tous les grands médias l'idée que l'ONU aurait dit qu'il y avait 1 million de Ouïghours dans les camps. En fait, c'est faux. Ça a juste été énoncé dans une commission des Nations Unies. Donc ça, c'est pour les centaines de milliers de Ouïghours qui seraient enfermés. Comme on l'a vu, ces graves accusations ne reposent pas vraiment sur des faits avérés et vérifiés. Et même si cela avait été le cas, on ne peut que constater l'indignation à géométrie variable des superpuissances occidentales. Prenons par exemple le cas de l'Inde. Aucune voix ne s'est jamais élevée contre la politique ouvertement discriminatoire de Narendra Modi contre les musulmans. Dans son mandat, plusieurs villes aux noms musulmans sont renommées et certains manuels scolaires modifiés pour minimiser les contributions musulmanes à l'histoire du pays. Autre illustration avec le Cachemire, région autonome à majorité musulmane. En août 2019, le Premier ministre indien révoque son autonomie, une manière de flatter les nationalistes hindous. Dernier exemple en date, cette loi réformant l'accès à la nationalité pour les réfugiés. Le texte conditionne l'attribution de la nationalité indienne à des critères religieux. Toutes les religions peuvent y prétendre, sauf les musulmans, exclus de cette loi. Il ne s'agit pas ici de prendre la défense du régime de Pékin ou de dire que tout ce qu'il est dit sur la Chine est faux. Cela dit, il est quand même étrange qu'on reconnaisse aux musulmans, pour la première fois et de manière unanime dans le monde occidental, le statut de victime dans le seul pays au monde en passe de surpasser les superpuissances occidentales dans le développement matériel et économique. Comment, par exemple, peut-on expliquer les sanctions de l'UE, des États-Unis et du Canada vis-à-vis de la Chine à cause de son traitement de sa minorité ouïghour, alors que les alliés restent totalement silencieux sur le véritable génocide birman vis-à-vis de la minorité rohingya et l'injustice criante dont sont victimes les musulmans sous le régime de l'extrême droite hindoue? Finalement, l'image du Chinois dans les médias, couplée à une volonté de diabolisation du régime de Pékin, participe au développement d'un racisme anti-asiatique qui ne cesse de grandir à mesure que l'on s'installe dans la crise sanitaire. En ces jours de grande incertitude, où la pandémie ne distingue ni race, ni croyance ou couleur, il est grand temps de se rappeler que l'humanité forme en réalité une seule et même famille. La solidarité devrait être de mise, nos différences une force et non pas une source de stigmatisation. À ce sujet, et c'est par cela que je finirai mon allocution, le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a un message pour l'humanité. Et je cite, « Ô homme, votre Dieu est unique et votre ancêtre est unique. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un homme blanc n'est en aucune façon supérieur à un homme noir, ni un homme noir supérieur à un homme blanc, si ce n'est par la façon dont il accomplit son devoir envers Dieu et envers les hommes. Le plus honoré d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus juste. En prenant à témoin la Mecque, le mois et le jour du pèlerinage, il dit encore, prendre la vie d'un homme, c'est bien, ou s'attaquer à son honneur est aussi injuste et mal que de violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de ce territoire. » Fin de citation. Et que la paix soit sur vous.